Épisode La faute de Méchain. Chapitre 1. Le matin du 25 juin. Ce jour-là, 2 astronomes partent de Paris pour mesurer la Terre. L'un des deux va revenir avec un secret qui finira par le tuer. Imaginez avec moi. Nous sommes le matin du 25 juin 1792 à Paris. La cour intérieure de l'observatoire rue du Faubourg Saint-Jacques. Le soleil se lève sur la coupole, un soleil de juin déjà chaud, et 2 berlines attendent côte à côte sur les pavés. Près des roues, des malles cerclées de cuir, des caisses de bois plombées, et surtout un instrument noir et brillant que personne ne reconnaît à part les astronomes. Le cercle répétiteur du chevalier de Borda. C'est une merveille de précision française, peut-être l'objet le plus précis qu'on sache fabriquer à cette heure dans le monde. Il mesure des angles à la seconde d'arc près. Une seconde d'arc, vous voyez, c'est l'épaisseur d'un cheveu à 30 mètres. Devant la première berline, un homme de 43 ans monte avec lenteur. Visage long, regard méthodique. Démarche d'académicien. C'est Jean-Baptiste Delambre, astronome de l'Observatoire de Paris. Il part vers le nord, vers Dunkerque. Près de la seconde berline, un autre homme. Plus petit, plus nerveux. 48 ans, le visage déjà marqué par les fatigues d'un astronome de campagne. Son nom, Pierre Méchain. Il part vers le sud, vers Barcelone. La mission a été votée par l'Assemblée nationale et financée par la Convention, le tout sous l'œil de l'Académie des sciences. Sa formulation tient en une phrase : mesurer l'arc de méridien terrestre entre Dunkerque et Barcelone et en déduire l'unité de longueur universelle, le mètre. Une unité fondée non pas sur le pied d'un roi ni sur la coudée d'un évêque, mais sur la Terre elle-même. Un 10 millionième de la distance du pôle à l'équateur. La nature comme étalon. C'est l'idée la plus pure que la Révolution ait produite, et aussi, vous allez voir, la plus dangereuse. Parce qu'il faut bien comprendre où on en est ce matin-là en France. La guerre est déclarée depuis 2 mois à l'Autriche et à la Prusse, Lafayette est aux frontières, le roi est encore aux Tuileries pour quelques semaines. Personne ne sait, le 25 juin 1792, ce qui va tomber sur le pays dans les semaines qui viennent. L'assaut des Tuileries au mois d'août, la République proclamée à l'automne, et avant la fin de l'année suivante, la terreur. Et surtout, ce qu'on apprendra dans 9 mois, la France entre en guerre contre l'Espagne en mars 1793. Méchain, lui, partira vers Barcelone sans se douter qu'il devra y rester 2 ans, prisonnier d'un pays devenu ennemi. La mission devait durer 1 an. Elle en durera 7. Delambre et Méchain seront arrêtés, fouillés, soupçonnés d'espionnage et relâchés, puis réarrêtés ailleurs. Ils mesureront sous la pluie comme sous le canon, harcelés par les comités révolutionnaires de chaque village qu'ils traversent. Et voici ce que je veux que vous reteniez dès maintenant. À l'arrivée, après ces 7 années d'enfer, le maître que nous utilisons aujourd'hui, celui qui dort dans tous nos plans et jusque dans le GPS que vous avez en poche, ce maître est faux. Faux de 0,2 mm. Et celui qui le savait l'a caché toute sa vie. Le maître est faux et ça marche. Voilà l'histoire qu'on va vous raconter ce soir. Et vous allez voir, à la fin, pourquoi ce qui s'est joué en 1792 décrit avec une précision saisissante ce qui se trame sous vos yeux dans les laboratoires d'intelligence artificielle de 2026. Chapitre 2. 250 000 unités. Avant la Révolution, la France ne possède pas une mesure du monde. Elle en possède 250 000. Pour comprendre ce que Delambre et Méchain partent faire, il faut comprendre ce qu'ils partent défaire. Et là, suivez-moi un instant. L'estimation est de l'historien polonais Witold Kula dans son livre Les mesures et les hommes, paru en 1984, 250 000 unités locales, régionales, corporatives, toutes différentes et souvent toutes appelées par le même nom. Prenons l'aune par exemple, qui sert à mesurer le tissu. À Paris, l'aune fait 1,18 m. À Lyon, elle s'étire jusqu'à 1,21 m. Et plus on descend vers le sud, plus elle gonfle. À Marseille, on monte à 1,25 m. 8 cm d'écart sur le même mot. Et chaque mesure n'est pas une convention innocente, vous le voyez tout de suite. C'est un rapport de pouvoir.
Parce que celui qui possède l'étalon du village, c'est lui qui mesure le grain comme il l'entend. Les paysans payent en boisseaux de seigneurs, vendent en boisseaux de marchands. Et entre les deux, il y a toujours une marge invisible qui disparaît dans les poches de quelqu'un. C'est tellement insupportable que dans les cahiers de doléances rédigés au printemps 1789, des centaines de paroisses françaises réclament la même chose, presque avec les mêmes mots. Un poids, une mesure pour tout le royaume. C'est, à beaucoup d'égards, la première revendication populaire de la Révolution. Avant la liberté politique, l'égalité des mesures. Vous l'entendez, le maître n'est pas un projet scientifique, c'est un projet politique déguisé en science. Standardiser, c'est confisquer aux autorités locales, seigneurs, prêtres, maîtres de corporation, leur outil le plus puissant, la mesure du monde, et le transférer entre les mains de l'État national. Et c'est exactement, mot pour mot, ce qui se joue aujourd'hui avec les benchmarks d'intelligence artificielle. Vous entendez parler de MMLU, de HumanEval, de l'Arena Chatbot, ce sont les zones et les boisseaux de notre époque. Sauf qu'au lieu de mesurer le tissu ou le grain, ils mesurent l'intelligence supposée d'une machine. MMLU a été conçu en 2020 par un chercheur de Berkeley, Dan Hendricks, avec 57 tâches choisies par lui et son équipe. HumanEval, lui, sort d'OpenAI en 2021, exclusivement en langage Python. Ces deux outils, et quelques autres comme Chatbot Arena, décident à eux seuls qui gagne aujourd'hui dans la course au modèle. Vous voyez le motif ? Les arbitres sont aussi les juges, et ce qu'ils choisissent de mesurer décide à la fin qui gagne. Bon, revenons à 1790. Quand Talleyrand propose à l'Assemblée une unité universelle, l'Académie des sciences débat 2 ans. 2 options sur la table. Première option, le pendule, une unité fondée sur un balancier qui bat 1 fois par seconde. Problème, la longueur dépend de la latitude, donc ce n'est pas universel. Seconde option, le méridien terrestre, un 10 millionième de la distance du pôle à l'équateur. Avantage, c'est universel. Partout pareil, partout fondé sur la Terre elle-même, sur la nature. L'Académie tranche pour le méridien. Décision approuvée le 26 mars 1791. La mission est confiée à 2 astronomes, Delambre et Méchain. Et l'instrument qu'on leur remet, c'est le cercle répétiteur de Borda, plus précis que tout ce qui existe en Angleterre. Parce que la mission a aussi cet enjeu non avoué. Prouver par la mesure elle-même la supériorité scientifique française sur la perfide Albion. La mesure du monde, ce sera nous, pas eux. Chapitre 3 – Le secret de Barcelone. Fin de l'année 1792. Méchain mesure 2 fois la même latitude, et les chiffres, eux, ne tombent pas juste. Été 1792, Méchain remonte les Pyrénées par les routes muletières, son équipement chargé sur 3 mules. Il a quitté Paris depuis 3 mois et il avance, étape après étape, vers Barcelone, l'extrémité sud du Grand Méridien. Tout le long du chemin, il a installé ses miroirs et ses cercles, à Carcassonne, à Perpignan et jusqu'à Figueras de l'autre côté des Pyrénées. Tout marche, les calculs s'enchaînent, la précision est au rendez-vous. À Barcelone, en septembre 1792, il choisit 2 points pour mesurer la latitude. Le premier, c'est le fort de Montjuïc, perché sur la colline qui domine la baie. Le second, c'est un hôtel en centre-ville, la Fontana del Oro, qui possède une terrasse parfaitement orientée. 2 observatoires, à environ 4 km l'un de l'autre. Méchain mesure à l'un, mesure à l'autre, et compare. Et là, les chiffres ne tombent pas juste. L'écart entre les 2 observations est de 3 secondes,24 d'arc. 3 secondes d'arc, c'est minuscule. 3 secondes d'arc, c'est ridicule. 3 secondes d'arc, ça représente sur la surface terrestre à peu près 100 mètres. Mais pour un astronome qui prétend mesurer l'arc de méridien à la précision d'un 10 millionième près, c'est catastrophique. Catastrophique parce que si cette discordance est réelle, alors quelque chose dans la méthode même est défectueux. Et si la méthode est défectueuse à Barcelone, qui dit qu'elle ne l'est pas ailleurs ? Méchain vérifie ses instruments, calibrés. Refait ses calculs à la main, ligne par ligne. Correct. Remesure une 3e fois entre Montjuïc et Fontana del Oro. L'écart persiste, têtu. À cet instant, et c'est un instant qu'on peut presque dater, fin novembre 1792 dans une chambre d'hôtel de Barcelone,
Méchain comprend tout d'un coup ce qui se joue. Si son écart devient public, la mission entière s'effondre. Or il est seul, à 900 km de Paris, dans un pays sur le point de devenir ennemi. Et l'académie qui l'a envoyé risque d'être dissoute demain matin par la Convention. Alors il prend une décision discrète qu'il ne notera jamais dans ses carnets officiels. Il choisit de garder l'écart pour lui. La moyenne lycée sera publiée, la discordance tue. Et il vivra avec ce silence jusqu'à la fin de ses jours. Et puis tout bascule. En mars 1793, la République française déclare la guerre à l'Espagne. Méchain, citoyen français, est immédiatement en territoire ennemi. Il ne peut plus rentrer en France. Quitter Barcelone lui est même interdit. Pendant 2 longues années, il va vivre dans cette ville étrangère, avec ses instruments rangés et son secret invisible. Et une santé qui se délite mois après mois. On a retrouvé ses lettres. Dans l'une d'elles, datée de l'automne 1793, il écrit à son ami Jean-Dominique Cassini cette phrase qui glace. L'enfer et toutes les calamités qu'il vomit sur la terre, la rage des tyrans, la cruauté des hommes, les désastres de notre famille, les trahisons, les chicanes, tout cela contribue à ma tranquillité d'esprit. Et il signe « Votre malheureux Méchain ». Vous lisez la dépression dans chaque ligne. Et derrière, en filigrane, la culpabilité qui le ronge. Quand il revient enfin à Paris fin 1795, après 3 ans d'absence au lieu d'1, Méchain ramène avec lui des cartons de données. Il dépose un rapport préliminaire à l'Académie. Le rapport est élégant, propre, d'une parfaite cohérence apparente. La discordance de Barcelone n'y figure nulle part. Il ramène aussi, dans son corps amaigri et dans son regard fuyant, l'autre chose qu'il a fabriquée pendant ces 3 années espagnoles, le mensonge qui va le tuer. Chapitre 4. 7 ans plus tard, l'étalon. 22 juin 1799. Le maître devient officiellement l'unité de longueur de la République. Méchain assiste à la cérémonie en souriant. Septembre 1798. Paris convoque une commission internationale pour valider le maître. 11 pays acceptent l'invitation malgré la guerre. Des savants viennent du Danemark, de Suisse, des Pays-Bas et même de l'Espagne ennemie. Ils s'enferment pendant 6 mois à l'Observatoire de Paris pour vérifier les calculs de Delambre et de Méchain. Delambre apporte ses cahiers, tout est là sous leurs yeux. Observations brutes, recalculs détaillés avec intervalles d'incertitude affichés sans pudeur. Le travail méthodique d'un homme qui n'a rien à cacher. Méchain, lui, apporte un rapport déjà mis en forme. Quand on lui demande les observations brutes de Barcelone, il dit qu'elles sont rangées, qu'il les fournira plus tard. Mais il y a une difficulté technique, soutient-il. Il ne les fournira jamais. Personne à ce moment-là ne le pousse vraiment. Tout le monde veut que le maître soit proclamé. La France est en guerre, la République a besoin d'un triomphe scientifique, et donc la commission valide les calculs en bloc. Le 22 juin 1799, au cours d'une cérémonie aux Archives nationales, le maître devient officiellement l'unité de longueur de la République française. Un étalon en platine massif, de 1 mètre exactement, est déposé dans un coffret. Il est encore aujourd'hui aux Archives, à Paris. Vous pouvez aller le voir. Méchain assiste à la cérémonie. Il sourit, on lui serre la main, on le félicite. Et personne ne voit, dans ce sourire un peu trop figé, ce qu'il porte depuis 7 ans. Les années qui suivent, Méchain devient autre. Il s'enferme, refuse obstinément de publier ses observations brutes, et multiplie les prétextes quand on insiste. Il commence à rédiger un mémoire sur les erreurs systématiques de mesure, sans jamais y mettre les siennes. Ses collègues remarquent, ses amis s'inquiètent. En 1803, à 59 ans, il fait quelque chose d'inattendu. Il demande l'autorisation de retourner en Espagne, officiellement, pour étendre les mesures aux îles Baléares. Officieusement, et tout le monde finira par le comprendre, pour refaire les mesures de Barcelone, pour tenter de réparer l'erreur de sa vie, avec l'espoir secret de découvrir une explication naturelle à la discordance, une anomalie locale de gravité par exemple, un effet de la chaîne du Tibidabo qui aurait dévié son fil à plomb sans qu'il s'en aperçoive. Il part, il arrive en Catalogne, il commence à mesurer, et là, la fièvre jaune le rattrape. À Castellón de la Plana, le 20 septembre 1804, Pierre Méchain meurt dans une auberge espagnole, sans avoir terminé sa correction et sans avoir avoué non plus. Ses papiers sont rapatriés à Paris,
Delambre les ouvre, et Delambre, en feuilletant les cahiers privés de son collègue mort, découvre toute l'histoire. La double mesure de Barcelone, l'écart de 3 secondes 24, et derrière, une chaîne entière de dissimulation qui a suivi. Tout est là, dans les marges, les ratures, et jusque dans les annotations cryptiques de Méchain lui-même. Delambre prend alors une décision dont nous sommes encore les héritiers. Il choisit de ne pas révéler la vérité. Il écrira, en 1810, dans la préface du grand traité officiel La base du système métrique décimal, cette phrase qui dit tout sans rien dire. Méchain a passé sa vie à se tourmenter pour des fautes qu'il était seul à connaître. L'erreur reste protégée, le maître tient debout. Et la République continue de mesurer son monde avec une unité légèrement fausse, sans le savoir, mais surtout sans vouloir le savoir. Chapitre 5. 0,2 mm. 200 ans plus tard, les satellites GPS confirment l'erreur de Méchain. Personne ne corrige. Avançons maintenant de 2 siècles. Année 1990. Les satellites du système GPS en orbite à 20 000 km deviennent capables de mesurer la circonférence terrestre avec une précision impensable au temps de Borda. Le Bureau international des poids et mesures, à Sèvres, demande aux scientifiques de comparer la longueur officielle du mètre avec ce que disent les satellites. Le résultat tombe au début des années 2000. Le mètre actuel est plus court de 0,2 mm par rapport à la définition originale, 1/10 de la distance du pôle à l'équateur. Et les analyses ultérieures, notamment celle de l'historien américain Ken Alder dans The Measure of All Things paru en 2002, identifient avec précision la source de cette erreur, les mesures de Barcelone. Méchain, sa faute, 200 ans plus tard, est encore dans nos GPS. Mais voici ce qui est fascinant, vous allez voir. Cette erreur de 0,2 mm, personne ne la corrige, pas même aujourd'hui. Le mètre a été redéfini 3 fois depuis 1799. En 1889, on l'a matérialisé dans une barre de platine iridiée déposée à Sèvres. Puis, en 1960, redéfini par la longueur d'onde de la lumière émise par le krypton 86. Et en 1983, enfin, redéfini par la distance que parcourt la lumière en une fraction infime de seconde. 1 sur 299 792 458e de seconde, pour être exact. 3 redéfinitions, 3 progrès de précision spectaculaires, et à chaque fois, la même valeur initiale fausse, celle de Méchain, soigneusement préservée. Pourquoi ? Parce que corriger le mètre, ce serait invalider 200 ans de mesures industrielles et de plans cadastraux. Tous les contrats de propriété qui structurent l'économie occidentale moderne reposent dessus. Tenez, vous achetez un appartement, vous signez sur des mètres carrés. Vous traversez un pont, vous roulez sur des poutres calculées en mètres. Tout repose sur ce mètre légèrement faux. On ne touche pas. Et c'est exactement ici, vous voyez, que l'histoire de Méchain devient une leçon contemporaine pour qui réfléchit aux standards de l'intelligence artificielle. Les benchmarks IA d'aujourd'hui, MMLU, HumanEval, ARENA et tous leurs successeurs sont en train de devenir des étalons. Plus ces benchmarks sont utilisés, plus ils deviennent des étalons gravés. Et chaque utilisation transmise sacralise un peu plus les erreurs constitutives qu'ils transportent en silence. Vous voulez un exemple concret ? On sait depuis 2024 que certains tests de MMLU ont fuité dans les données d'entraînement des modèles récents. C'est documenté, plusieurs équipes l'ont vérifié, dont celle de Nicolas Carlini chez Google DeepMind. Sauf que personne ne reconçoit MMLU pour autant, parce que tous les classements publiés depuis 3 ans s'appuient dessus. Le reconcevoir, ce serait casser la chaîne d'évaluation qu'on a construite. C'est mot pour mot le geste de Delambre devant les papiers de Méchain. Laisser tenir, ne pas révéler. Voilà ce que je veux vous laisser ce soir. Vaucanson, dans l'épisode précédent, nous avait appris que le réel cède devant le récit. Méchain nous apprend autre chose, plus dur, plus précieux pour qui décide. Tout standard imposé au monde repose sur une erreur que son inventeur connaissait et a choisi de taire. Cette erreur ne disparaît pas avec les redéfinitions. Elle se transmet, elle se sacralise avec le temps qui passe. La question pour un dirigeant lucide n'est donc pas « ce standard est-il juste ?», elle est plutôt « qui l'a écrit ? Qu'a-t-il choisi de mesurer ? Et qu'a-t-il choisi de taire ?» La faute de Méchain n'était pas son erreur, c'était son silence. Et la leçon qui traverse les 200 ans qui nous séparent de lui tient en une phrase. L'erreur d'un standard ne le détruit pas. Le silence sur l'erreur le sacralise. Vous écoutiez La faute de Méchain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.